Merci à tous d'avoir accepté cette invitation. Je vous souhaite la bienvenue à la fois ici à l'ID KYC Forum et en France pour ceux qui nous rejoignent et qui sont venus de loin pour partager ces expériences à travers le monde de l'identité numérique. David Bielowski, thank you very much. It's great pleasure to have you here in France, in Lille, to discuss about what's going on in US, especially your industry board member about Document Security Alliance in the USA. Thank you, David. It's a pleasure to have you here with us. Bruno Buffnoir, Keep Me Digital Trust Continuity. Merci beaucoup, Bruno, d'être notre invité. C'est un plaisir de vous compter parmi nous. Jaume Dubois, qui est également avec nous. Merci. Je sais que vous avez beaucoup voyagé pour être également avec nous à Lille. Merci beaucoup de vous être mobilisés. C'est un grand plaisir d'être ici. Et vous êtes expert accompagnateur ID30, donc pour la Banque mondiale notamment. Également Axel Rimkus qui est à mes côtés. Merci beaucoup Axel donc de Provicis et Florent Tournoy qui est resté avec moi. Je le rappelle pour ceux qui nous ont rejoints, directeur Director for Identity, Digital and Civil Identity de France Identité pour la France. Jaume Dubois, on débute avec vous si vous voulez bien cette séquence. On part autour du monde et on essaye de comprendre un peu les schémas d'identité qui sont déployés, les choix qui sont faits par les différents pays, les différents États, essayer de comprendre un petit peu leurs caractéristiques. Beaucoup de pays dont on pourrait parler, il y a évidemment l'Inde que vous connaissez très bien, il y a également le Pérou, le Bénin. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nos invités pour comprendre les choix qui ont été faits dans ces pays-là? Pourquoi est-ce qu'ils ont été faits? Puis un petit peu leurs caractéristiques. Et l'idée, c'est de comprendre et de voir avec les autres invités ce qui est fait aussi dans d'autres États, de voir les similitudes et puis peut-être des complémentarités à venir. Ok, bonjour à tout le monde. Donc on pourrait parler longtemps en fait de tout ça. Ce que je note déjà, c'est que moi je travaille beaucoup avec les pays du Grand Sud, beaucoup avec l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud. Déjà, je note une différence déjà sur l'identité numérique ou l'identité en général. L'objectif, c'est d'offrir des opportunités d'accès aux services. Je vois qu'en Europe, on est focalisé sur des problématiques de contrôle de l'accès, contrôle de l'âge, etc. Donc, c'est déjà une différence. Je vais parler des pays avec qui j'ai travaillé, en fait. Donc, le premier pays, en fait, c'est pas le premier, mais en tout cas, c'est un pays avec lequel j'ai travaillé, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est des îles dans le Pacifique, avec beaucoup de contraintes. Des contraintes géographiques, des contraintes sur l'alphabétisation de la population, des contraintes d'accès, aussi des contraintes de budget, en fait. Et eux ont bâti une identité numérique pour donner l'accès justement à ces populations lointaines. Et les choix qu'ils font, ça va être des choix qui vont être basés sur le mobile, sur de la connectivité, on va dire de la petite connectivité, de la 2G, de la 3G. Et donc l'objectif, c'est d'ouvrir l'accès aux services publics pour eux. Après, j'ai travaillé aussi avec le Bénin, et je travaille toujours avec le Bénin, avec la Banque mondiale. Donc la Banque mondiale finance des programmes d'identité à travers le monde. Et donc le Bénin, c'est un des, on va dire, des pays qui avance bien, qui part d'un système existant en silo, c'est-à-dire qu'avant, on faisait des systèmes d'identité pour produire des cartes. C'était des systèmes un peu en boîte noire. Et maintenant, la tendance, c'est plus d'aller vers des infrastructures numériques publiques. Ça veut dire qu'on ne crée plus le système pour une fois, on va le créer pour la durée. Et donc, le Bénin, ils sont en plein dans cette transformation. Ils ont déjà réussi l'attribution d'un identifiant unique à toute la population, la mise en place de biométrie, l'universalité de l'usage de cet identifiant unique, et aussi le tour de force qu'ils ont réalisé, que peu de pays ont réalisé, c'est d'arrimer l'identité légale à cet identifiant unique. C'est facile de donner l'identifiant unique à toute une population, mais c'est difficile de reconnaître l'identité légale, de faire le lien avec l'état civil, qui est quelque chose qui est papier en fait. Et le troisième pays aussi avec lequel j'ai travaillé, j'étais chef de projet pour le passeport au Pérou, pour le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères. Et là-bas, ils ont un système depuis plus de 30 ans à identifiant unique, biométrique. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Il y a quelque chose qui est intéressant qu'on travaille beaucoup avec la Banque mondiale en ce moment, c'est les modèles de durabilité. C'est-à-dire qu'au-delà des financements qu'on va faire en une fois, comment le pays arrive à assumer les infrastructures, arrive à assumer les technologies. Le Pérou y est arrivé depuis très longtemps. Et leur prochain défi maintenant, c'est qu'ils sont tellement en avance qu'il faut qu'ils se mettent à la page des standards. On n'est plus maintenant, on est sur des standards où on va partager de l'information mais sous consentement. Et on est sur des standards aussi, on va décentraliser l'identité au niveau de wallet, tout le monde en parle. Donc eux, le rattrapage à faire, c'est comment changer non seulement leur système, mais tout l'écosystème qui est intégré avec eux,
vers ces nouvelles technologies. Voilà. Merci beaucoup, Jom. On va continuer, évidemment, on va revenir vers vous sur un certain nombre de points, mais j'aimerais qu'on voit un petit peu ce qui se passe aux États-Unis. David, I would like to discuss with you about what's going on in the USA, like we were just talking about Peru, about Benin, some other countries, and we will follow, of course, about some examples like Sweden or Canada. But in the USA, I would like to understand what is the role does the digital identity played compared also to the physical documents, which remain essential, if I'm right. Thank you, Melanie. I would like to say one thing before we actually start on this, is that the United States is very fragmented in a lot of ways, obviously, but there, in digital identity and even physical identity, we have 56 plus different types of identity cards. So it's almost like being in the EU with everybody having their own national identity, except we don't have a national identity card. We have driver's licenses. We have, that's the closest thing we have to an actual national identity card. The US passport is only held by about 50% of the population. So there's not a heavy singular point of truth, if you will, across the United States. With the 56 different states having different methods and approaches to physical IDs, you now have 56 different approaches to mobile identities. Currently, there's about 20 states that have actually issued or started to issue mobile driver's licenses. Those mobile driver's licenses really range across the spectrum. California, for instance, has an ISO-based compliant MDL, but they also have a virtual credential-based physical ID, where they're putting the physical and the digital components together. The phygital, a lot of people are calling it phygital now, and they're putting those two together so that you can actually look it up. And I say look it up very carefully because you're not necessarily phoning home to get the information off of a central database. You're using the encrypted 2D barcode or an NFC chip to pull a certification or a signature that says that everything that's on the card was issued by a trusted authority. So there's not a lot of consistency in how that's implemented across the board. For instance, my Virginia driver's license has a 2D barcode on it. When I'm provisioning that card to a mobile wallet, the mobile wallet is actually owned by the state of Virginia. It is not a Google wallet. It is not an Apple wallet. It's a Virginia wallet. If I'm in California, it can be part of the Google wallet. So how it gets implemented, where it gets provisioned, everything can change state by state. Utah just implemented what they call SETI. The acronym is escaping me at the moment. But it's a state-endorsed digital identity. And what that means is you bring your identity to the state, and the state says, yes, that's who you are, and they put their stamp on it. That's not the same as the state saying, this is who you are. It's you saying, this is who I am, and the data belongs to me. So that's just in the state of Utah. So if I'm in another state, I may not have those rights and privileges. So there's a lot of differences in how the U.S. is doing their identity. Whether or not there's a chip in the card, whether or not there's a 2D barcode, whether or not there's any other type of validation is really up to the states. Now, it's not as disorganized as I'm trying to lay it out to be. There's actually an organization called AMVA, which is basically an organization of the motor vehicle authorities, which sits above the various motor vehicle authorities across all the states. They're I'll call it a nonprofit. They're organized by the motor vehicle authorities to be able to bring some semblance of cohesion across the different DMVs or motor vehicle authorities. They have the ability to provide guidance and suggestions, but they don't have the authority to tell the states, this is how you need to do it. For those of you familiar with passports, there's ICAO at the UN, which tells the various nation states how a passport should look. You need to have security features. Here are some security features you might want to consider. Go for it. And that's kind of what AMVA does with the driver's licenses. They tell the states, here are some
industry best practices that we recommend you use, but we're not going to tell you you have to use them. This is what your card needs to look like. This is what your digital identity needs to look like, but how you implement it is up to you. In the US, we do follow the ISO standards across the board, but we don't necessarily do the W3C or other, the virtual credentials, with the exception of California. Again, exceptions everywhere, right? So how it gets implemented and what gets implemented is still up to the states. So in my family, we have 5 people, we have 7 opinions. Well, in the US, we have 50 states, and we probably have about 75 opinions on how the digital identities need to look and how they need to tie back to the physical identity. I think another significant difference between us and the EU, for instance, is how we don't necessarily demand that the privacy be held. Is the state going to be allowed to use that data? Are you allowed to phone home? We're trying to implement in some states, like Utah and others, the idea that the data belongs to you, the individual. So there are differences. We're trying to work through some of those right now. And I would say this, that the digital wallet is still very much, I'm not going to say up in the air, because there are digital wallets. I have one on my phone. I do it for payments. But I can't put my passport on it and cross a border. I can put my passport on it and get into an airport, but I can't cross the border. So there's different limits on what we can do and how we can do it. Thank you so much, David. Axel, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui se passe au Canada, par exemple? Il y a également l'Uruguay que vous connaissez bien, ou encore la Suisse, par rapport à ce que l'on évoquait sur, déjà, on perçoit différents modèles, différentes typologies d'avancées ou des caractéristiques qui sont importantes et clés selon les États. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces pays que je citais? Alors, il y a le Canada, l'Uruguay, la Suisse, mais peut-être d'autres que vous avez envie de partager, de présenter avec nous ce matin. Donc, d'abord, bonjour à tous, bonjour Mélanie. Je pense que les pays, ils essaient tous de suivre des standards qui s'établissent pour l'instant, mais ils n'ont pas encore tout à fait fait les choix. Notamment le Canada se cherche encore. Ils hésitent un peu entre les standards européens et ceux qui se jouent aux États-Unis. Ils essayent aussi de se préparer un peu, de se rapprocher un peu de l'Europe. Ils ne sont pas encore aussi avancés. Il y a des projets de choisir des technologies, mais il n'y a encore personne qui les implémente vraiment. Au niveau fédéral, il n'y a pas d'identité. Les différents, là je parle du Canada, les différentes provinces peuvent décider ça eux-mêmes. Ils sont en train de commencer à faire leur choix. Donc ils sont, je dirais, encore loin, et ce sont des solutions privées qui dominent le marché actuel. Quand on parle de la Suisse avait un projet de lancer une identité numérique basée sur un wallet opéré par des acteurs privés. Cela a été rejeté il y a 2 ans. Ils ont dû refaire toute une procédure, toute une nouvelle loi. Et là, maintenant, en septembre, il y a donc un référendum qui est passé et ça a été décidé en faveur pour le lancement d'un wallet national et une identité numérique nationale, disons fédérale. Et donc, je pense qu'ils ont gagné ça à 22 000 voix de près, donc c'était vraiment très très près, ce qui montre aussi clairement que le pays est divisé par rapport à l'acceptation de ces identités numériques. Et ça se voit dans beaucoup de pays. Il y a une réticence par rapport à l'acceptation de quelque chose qui pourrait être conçu comme, ou perçu comme supervision de l'État. Et les États n'ont pas fait preuve de beaucoup d'être bons élèves dans le passé. Donc, je pense qu'il y a cette méfiance qui vit beaucoup. Alors, la Suisse a donc adopté maintenant des standards qui sont proches de ceux de l'Union européenne, mais ne sont pas les mêmes. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'interconnectivité n'est pas là. Donc, il faut des acteurs, des intermédiaires qui assurent alors à ce que ça fonctionne. Et bon, voilà, les standards sont légèrement différents. Vous avez sinon évoqué l'Uruguay. L'Uruguay, oui, ça c'est intéressant aussi. On en parle assez peu finalement. Alors, l'Uruguay, je pense que les collègues sont aussi actifs un peu en Amérique du Sud.
c'est un exemple d'un pays qui veut s'attacher à l'Europe et qui veut suivre les standards qui s'établissent ici en Europe. Ils ont déjà déployé des services de confiance numérique selon nos standards IDAS V1. Et il y a des acteurs, il y a une adoption de cette identité numérique existante d'à peu près un quart de la population. Mais ils y sont encore loin en implémentant quelque chose de plus avancé. Donc si on dit 22% pour un pays pareil, c'est déjà pas mal. C'est vraiment pas mal. On parle de 500 000 personnes sur 3005, voire la population active, elle est plus faible évidemment. Donc ça c'est déjà pas mal vu d'un pays où on dirait, bon, Uruguay, ils sont peut-être nulle part. Mais non, c'est pas vrai. Ils ont déjà commencé des choses. Et comme ça, on voit beaucoup de pays qui ont déjà commencé des choses, bien qu'avant nous en avons pensé, mais ils sont sur un trajet qui est différent. Et maintenant, ils ont le stress de revenir sur des standards qui s'établissent notamment en Europe. Avec des proximités, notamment avec l'Europe, ce que l'on a compris. Peut-être un mot sur la Lituanie, parce que vous avez notamment mis en place une sandbox. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu, comprendre ce qui se fait? Où est-ce qu'ils en sont? Non. Alors, je reposerai ma question et certains ici qui me connaissent savent que j'arriverai au bout d'avoir ma réponse. Non. Je blague. Non, évidemment, on peut en parler. Donc la Lituanie est dans une situation assez particulière parce qu'ils ont, comme souvent les pays post-soviétiques, ils sont lancés assez vite dans une digitalisation, mais sur un niveau assez propre. Non, oui, suivant des standards, mais qui ne sont plus les standards qu'on va maintenant mettre en avant pour la digitalisation. Il faut aussi dire que le pays est relativement petit. La force économique n'est pas énorme. Et donc, ils se sont mis assez tard à prendre des actions maintenant en vue de l'implémentation du wallet européen. Et donc, ils étaient à la recherche d'un partenaire pour assez vite mettre en place une solution. Et ils avaient cherché donc aussi des solutions open source. Ils ont cherché quelque chose qui était prêt à l'emploi, peut être vite déployé de bout en bout. Ça veut dire une application wallet, ça veut dire tout ce qui est les infrastructures en background, donc tout ce qui est relying party management, tout ce qui est trust management, tout ce qui est IDAS V1. Et donc nous, on a pu mettre une plateforme pareille à disposition. Et avec ça, ils vont maintenant se lancer assez vite dans des cas d'usage très concrets avec des partenaires externes, des partenaires des ministères, pour justement se familiariser avec les cas d'usage et les possibilités. Quels sont ces cas d'usage? Est-ce qu'on en a un ou deux qu'on peut citer? Il y a des cas d'usage qui sont très rapprochés à Aptitude, en fait, au LSP Aptitude. Donc, il y a des cas d'usage des travel credentials, location de voiture, vérification d'âge et d'autres. Il s'agit aussi de tester le issuance d'un PID dans le wallet. Le Mobile Driver License est aussi un sujet ici, suivant ISO MDL. Donc, ça sera la même chose qui existe déjà dans d'autres pays. Donc ça c'est vraiment pour jouer avec les grands, je dirais, et là on a trouvé un moyen de le faire assez vite. De le faire assez vite, voilà ce que vous disiez, sans grande contrainte. Assez rapidement. Merci beaucoup Axel. D'ailleurs Florent, on peut revenir peut-être sur ce modèle européen, à l'avancée du consortium européen et notamment Aptitude. Axel y faisait référence. Est-ce qu'on peut faire un petit point d'étape aujourd'hui ? Un petit point sur Aptitude, mais juste avant, je voudrais essayer, en entendant tous les intervenants, évoquer un sujet. Je pense que l'identité dans un pays est liée à son histoire. Et l'identité telle qu'elle est perçue peut venir soit du côté régalien officiel, soit du côté, peut-être comme aux États-Unis, du permis de conduire qui est très important. Et dans les pays plutôt au nord de l'Europe, l'identité est très proche de l'identité bancaire, en fait. Et en fait, la construction du pays amène à la construction de l'identité. Ensuite, la manière dont les
les citoyens appréhendent l'identité est lié aussi à la relation avec les administrations. C'est-à-dire, dans des États où il y a une défiance vis-à-vis de l'administration, ce ne sont pas les mêmes acteurs qui vont intervenir pour l'identité digitale ou l'identité tout court. Et en fait, il y a une relation de confiance dans l'État qui peut se jouer sur la mise en place de choses numériques. Alors, par exemple, on m'a cité le Danemark, qui a eu des projets qui avaient un peu échoué en termes de collecte d'impôts, qui crée une sorte de traumatisme collectif qui fait que l'identité numérique, ils font très très attention pour faire évoluer ce projet-là. Et donc avec ça, on a une grille de lecture, cette manière de voir l'identité, on a une grille de lecture qui s'applique à pas mal de pays. Pour l'Europe, qui est considérée plutôt comme assez en avance en termes de wallet et de portefeuille numérique, on voit plusieurs sujets qui se distinguent. Tout d'abord, des sujets de normes qui arrivent, on en reparlera peut-être après, et ensuite de tests. Et en fait, c'est le choix que fait l'Europe avec ses large scale pilots, c'est l'idée d'aller tester sur le terrain des use cases très précis. Et le consortium Aptitude, qu'on a la chance de pouvoir coordonner en France, on s'est concentré sur des use cases citoyens. Tout d'abord avec la promesse du voyage, le Digital Travel Credential, qui a été évoqué plusieurs fois, qui est pour moi un use case extrêmement difficile à la confluence de beaucoup d'intérêts, puisqu'on voit d'une certaine manière ICAO, IATA, donc les intérêts privés des compagnies aériennes et des aéroports et les intérêts du border control, de la police aux frontières et des frontières tout court, qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs. D'un côté, la sécurité, l'immigration et le contrôle du déplacement des populations, on va le formuler comme ça, et d'un autre, la fluidité, la vente dans les aéroports, etc. Et la conjonction et la confluence de tout cela fait que ce cas d'usage est particulièrement difficile. On a une chance en France, c'est qu'on est suivi par les aéroports de Paris. Le président de la République a signé des conventions avec Air France KLM, aéroport de Paris. On est suivi par le préfet aéroportuaire qui va suivre cette expérimentation. Et donc, ça nous donne beaucoup de possibilités. Et on va essayer de s'associer aux Lituaniens. Il y a un cas d'usage à Vilnius qui pourrait être expérimenté, les Néerlandais également, et d'autres pays comme le Canada pour lequel on pourrait tester ces choses-là. Donc, promesse du voyage avec le Digital Travel Credential, l'enregistrement à l'hôtel, et en fait pour poursuivre cette promesse au-delà de l'aéroport. Et deuxième aspect, c'est tout ce qui concerne le cas d'usage paiement. Et finalement, ce wallet européen permet d'avoir une identification de la personne qui réalise le paiement. Et en fait, c'est un changement très important pour les banques, puisque c'est plus l'application bancaire qui sera en mesure de faire cette identification, ce geste au moment du paiement, mais un wallet finalement, et on déporte une partie du processus à une application qui n'est pas gérée par la banque. Et ça, c'est un cas d'usage très fort. Un cas d'usage très fort et puis un changement aussi dans cette profession que vous citiez qui est évidemment très importante. Et puis ce que vous évoquiez en préambule qui est important, cette relation que l'on peut avoir aussi à l'État et selon les pays. Donc on voit ensuite comment peut se mettre en place cette identité, mais on voit aussi, notamment à travers le cas de la France, où au départ c'était compliqué. Et on a vu sur ces 7 dernières années, mais même précédemment, effectivement les tout débuts de l'arrivée de l'identité numérique, où on en parlait, où on sentait que c'était compliqué. Ensuite, il a fallu du temps et puis finalement, on a vu aujourd'hui un retour de confiance avec une adoption de l'identité numérique et on voit que ça progresse. Donc il faut accepter que ce soit aussi sur un temps parfois un peu long, mais on voit que les chemins peuvent effectivement progresser et on voit maintenant des pays qui rejoignent cette aventure, si je puis dire, de l'identité numérique avec des coopérations qui sont à l'œuvre et que vous avez expliqué, présenté. Est-ce qu'on a des nouveaux, Florence, sur la France? Est-ce qu'on va avoir de nouveaux cas d'usage qui sont prévus ou pas? Vous savez, moi j'ai toujours besoin de savoir un petit peu ce qui va se passer dans l'année à venir. Aujourd'hui, on se concentre sur la vérification d'âge, bien sûr. On est concentré également sur tous les protocoles wallet nouveaux qui arrivent, puisque les normes ne sont pas totalement secs, et on essaye de suivre le rythme de ces normes. On essaye, au sein de France Identité, dans notre développement, on essaye d'aller chercher le plus possible de cartes pour nourrir le portefeuille numérique. Et ce que j'essaye de développer, c'est des cas d'usage dans le secteur étudiant. Enseignement, éducation nationale, pour essayer de trouver des cas d'usage pratiques pour miser sur les jeunes.
Merci beaucoup, Florent. Peut-être, Axel, un mot. On parlait justement du wallet européen, vous l'avez évoqué. On voit que ça va quand même faire évoluer un certain nombre de choses. Et il y a des États membres qui, eux, finalement, sont déjà très avancés avec un certain nombre aujourd'hui d'outils qui ont d'ailleurs suscité l'adoption, que leurs citoyens utilisent beaucoup. Alors évidemment, on pense spontanément à la Belgique, dont on a beaucoup parlé d'ailleurs ici aussi l'an dernier. Il y a la Suède, donc il y a le Bank ID et It's Me pour chacun des deux pays. Comment est-ce qu'ils accueillent? Il y a l'Estonie aussi, qui a toujours été finalement très, très en avance sur ce sujet. Comment est-ce qu'ils accueillent finalement l'arrivée de ce wallet? Comment ça va se mettre en place alors même qu'ils ont déjà quelque part, si je puis dire, des outils qui fonctionnent plutôt bien? Comment ça va se mettre en place? Oui, là, on est de retour dans la discussion qu'on vient d'avoir. En fait, il y a des pays qui ont déjà investi dans des infrastructures ou dans des services ou qui avaient la possibilité de créer des environnements avec beaucoup de succès. En Belgique, It's Me a été créé par une certaine pression du domaine financier, mais aussi les attaques terroristes qui ont obligé les acteurs télécoms d'enregistrer les cartes SIM avec une identité. Donc, ils se sont mis ensemble pour justement créer It's Me et en faire un pôle d'identité sécurisé. Aujourd'hui, avec le Covid, l'État belge a ouvert grand les portes à l'identification ou l'authentification via It's Me. Mais It's Me aujourd'hui, selon eIDAS 2, est considéré comme level of authority substantiel et pas high. Uniquement en Belgique, ils ont passé une loi pour que c'est possible. Je peux aller chez le notaire et voilà, faire des actes notariels via It's Me. Or, dans d'autres pays, c'est pas possible. L'Allemagne ne va pas accepter It's Me comme moyen d'identification pareil. Maintenant, eux, ils ont le stress. La Suède utilise Bank ID, comme vous avez bien dit. C'est finalement le même principe. C'est en agence bancaire que mon identité est vérifiée. Ben, c'est pas quelqu'un d'officiel comme dans une mairie ou à la police qui vérifie, c'est autre chose. Néanmoins, les États ont accepté ces moyens d'identification comme étant ceux aussi pratiqués envers les services publics. Et maintenant, aujourd'hui, ils voient ça comme certaines contraintes de devoir investir davantage alors qu'ils ont déjà fait le pas. Et leur avantage stratégique qu'ils avaient bâti, notamment en Estonie, avec un système très très avancé de digitalisation vraiment complète à travers la société, ils disent pourquoi est-ce que je vais devoir maintenant mettre un wallet en route alors que j'ai déjà tout ce qu'il faut. Et l'avantage du cross-border, de l'échange cross-border, il ne compense pas les investissements énormes qu'ils doivent faire. Donc ils hésitent un peu. Bon, ils vont faire le pas, mais ils doivent trouver des moyens de faire ça un peu, disons, un autre budget que l'Allemagne qui dépense 160 millions d'euros en un an uniquement. Donc là, la Lettonie a lancé un appel d'offres de 6 millions sur 5 ans. Donc on voit un peu les différences des budgets et des moyens que les pays ont. Donc ils vont devoir trouver autre moyen. Merci beaucoup, Axel, pour ce point de précision. Bruno, un mot sur, évidemment, votre wallet. Comment est-ce qu'il se positionne dans tout ce que l'on vient d'évoquer, et notamment ces partenariats publics-privés qui sont évidemment au cœur des enjeux aujourd'hui? Alors en fait, ce qu'on a commencé à toucher du doigt et qu'on touche souvent du doigt sous ces sujets d'identité, c'est la capacité à faire adopter les solutions et à pouvoir trouver des cas d'usage très concrets qui vont permettre d'amplifier la manière dont ces solutions se déploient. Le positionnement que l'on a résolument pris par rapport à ça est de pouvoir apporter finalement ce qu'on appelle un petit peu pompeusement un wallet augmenté, c'est-à-dire tirer parti de l'environnement qui est proposé aujourd'hui au marché, dans lequel on va pouvoir retrouver toutes les caractéristiques de l'identité authentifiée, pour faire levier de cette information élémentaire et y associer toute autre information permettant d'accélérer la mise à disposition des services. Donc c'est notre positionnement en apportant, associé au wallet, une plateforme de services de confiance numérique que les acteurs économiques peuvent installer pour tirer parti de ce fameux wallet déployé auprès de chacun d'entre nous et y pousser des services à valeur ajoutée en tirant parti à nouveau des principes de sécurité de cet environnement.
Alors Bruno, quels sont ces services que vous soulignez à demi-voix? Donc évidemment, je vais dans cette petite brèche que vous avez ouverte. Dites-nous en plus, c'est quoi les services que vous proposez? En tous les cas, ceux auxquels on peut avoir accès avec ce wallet. Alors, il y a des services historiques qu'on trouve dans le monde de la confiance numérique, qu'on trouve très facilement, de type signature électronique, de type lettre commandée, archivage, coffre-fort, ce genre de choses, qui sont vraiment classiques, mais que l'on va orchestrer dans un modèle de plateforme accessible par le wallet sous la forme d'une fonction et non plus d'application finalement indépendante. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est les services spécifiques que l'on apporte dans ce wallet. C'est la mise à disposition d'un espace, un espace prestataire que l'on peut télécharger dans son wallet et qui ouvre une fenêtre de communication avec des entreprises, des institutions qui vont pouvoir apporter des services. Et on va associer dans cet espace des informations régaliennes, des certificats, tout un tas d'informations qui vont permettre de fluidifier et d'accélérer les échanges qu'on peut avoir avec ces fameux prestataires. Parce que quand on parle par exemple d'un KYC dans le domaine de l'assurance ou de la banque, on a bien évidemment besoin de beaucoup plus d'informations que simplement son identité. Et donc pour accélérer l'usage du wallet et de ces solutions, il faut fournir une fenêtre qui permet d'aller traiter l'ensemble de ces informations en lien direct avec le système d'information de l'organisation qui propose ces services. Alors on voit que le système, enfin tout ce qui touche finalement à l'identité numérique évolue et finalement évolue très rapidement en peu de temps, et on a vu les progrès effectués. Il y a donc aussi de plus en plus de demandes, d'attentes et de besoins. Est-ce qu'il y a des expérimentations nouvelles ou qui sont prévues pour justement apporter encore plus de matière dans ce wallet? Il y a un niveau de maturité chez les acteurs qui est assez différent, finalement. On a mené une expérimentation qu'on a commencée il y a maintenant 2 ans avec Generali, qui passe à l'échelle en ce moment sur un certain nombre de cas d'usage précis, pour définir à la fois les enjeux d'architecture, les enjeux de business case pour une organisation du type de Generali, et puis, bien évidemment, la manière dont l'adoption pouvait être poussée, non seulement dans l'usage des collaborateurs de Generali, mais aussi, finalement, poussée jusqu'à l'utilisateur final, jusqu'au client de Generali, à qui on va proposer cette solution dans un parcours, quels que soient les services qui peuvent être proposés aux clients. Est-ce qu'on peut parler des cas d'usage ? Alors, dans les cas d'usage, on trouve évidemment les cas d'usage de souscription, qui sont des cas d'usage, je dirais, assez classiques, qui peuvent toucher différentes typologies de produits et donc différentes typologies de processus, que ce soit des souscriptions dans le monde de l'épargne ou des souscriptions sur des contrats d'assurance plus classiques tels que les contrats auto. Dans le monde de l'assurance, on trouve aussi beaucoup de cas d'usage qui tirent parti du wallet comme étant un environnement de confiance avec lequel on peut communiquer et donc par lequel on peut obtenir un consentement explicite de chacun des utilisateurs finaux. Et donc par ce biais, on peut, par exemple, en tant qu'assureur, mettre à disposition des nouveaux termes et conditions du contrat d'assurance et obtenir explicitement la validation et la preuve de lecture de la part de l'ensemble de ses clients, ce qui est un acte légal très important pour des assureurs, en particulier sur des assurances pour des biens qui ont une valeur très élevée. Vous avez parlé de cette expérimentation qui a duré 2 ans, avec finalement un passage à l'échelle aujourd'hui qui est clairement actif. Qu'est-ce qui a fait basculer cet état de fait? Qu'est-ce qui a, si je puis dire, donné vraiment satisfaction dans cette expérimentation, de se dire on a de véritables atouts, donc on va plus loin? Alors il y a 2 éléments extrêmement importants. Le pilote qui a été mené est un pilote qui a voulu prouver et finalement expérimenter à quel point la solution était facile à implémenter au quotidien dans la gestion des parcours. Donc comment est-ce que les conseillers allaient pouvoir se l'approprier et à quel point les clients allaient être réceptifs à cette démarche.
les résultats ont été extrêmement intéressants, puisqu'en l'occurrence, il y a eu un taux d'adoption de 72% sur un pilote sur lequel il n'y avait pas je dirais une proactivité managériale, une contrainte pour que le système soit mis en place. Et cette adoption, elle a été à la fois du côté, à nouveau, des conseillers qui ont vu au travers de cette solution une simplification dans la manière dont ils pouvaient interagir au quotidien avec leurs clients. Et ça a été extrêmement bien pris de la part des clients aussi, à qui il était demandé pour le coup de s'onboarder sur un wallet et d'avoir une démarche finalement de mise à disposition des pièces qui leur étaient demandées qui étaient différentes. Donc ça a demandé un effort par rapport à ce qui se faisait d'habitude. Et ils y ont vu un élément extrêmement positif de transparence, de lisibilité quant à la manière dont les documents et les informations étaient échangés, et finalement, in fine, de simplification. Donc ça, c'est le premier élément très fort. Le deuxième, c'est qu'il y a eu un business case qui a été construit et qui a montré qu'à l'échelle, eh bien, il y a un impact très fort sur l'efficacité opérationnelle, puisqu'on peut simplifier toute la gestion documentaire associée à ces types de cas d'usage. Merci Bruno. On retiendra simplification, transparence, efficacité opérationnelle dans quelque part ce qui est attendu, ce qui est demandé et ce qui permet d'aller plus loin dans les projets. Un mot évidemment de certification. Sur la certification, sur ce domaine-là, on en est où au niveau européen, Bruno ? Alors, on en a déjà parlé un petit peu sur les certifications. Nous, on suit ça de très près, puisqu'à nouveau, notre objectif au travers de l'offre KeepMe, c'est d'avoir un wallet, comme je l'ai dit, augmenté. Donc ça commence par le mot wallet. Donc d'avoir un environnement qui soit certifié, qui s'appuie sur les protocoles qui sont définis au niveau européen, pour ensuite fournir finalement la capacité d'accueil d'informations authentifiées et de circulation de cette information auprès des différents acteurs. Ce qu'on constate, puisque dans les différents échanges qu'on peut avoir avec différents acteurs économiques, dont Generali, eh bien, c'est que immédiatement les cas d'usage dépassent les frontières et que ces logiques de certification que l'on voit au niveau européen sont absolument critiques pour être capable de passer à l'échelle ces cas d'usage extrêmement rapidement. Il n'y a pas de frontière finalement dans la gestion de sa relation avec ses clients et dans la manière dont on les accompagne dans la durée. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Ça tombe bien puisqu'il y a des gros efforts qui sont faits au niveau européen sur ces sujets et par les différents organismes de certification pour être parfaitement alignés dans la manière dont ces sujets avancent. On attend évidemment encore un certain nombre de précisions sur certains sujets, le wallet en particulier, mais en tout état de cause, les choses progressent. Merci beaucoup Bruno. Est-ce que sur la certification, vous souhaitez ajouter un mot sur ce qui se passe dans vos pays? David, maybe one word about the certification in the USA. Well, in terms of the U.S., when you're talking about certifications, I'm thinking you're talking about Google Wallets and Apple Wallets being able to handle the different types of identity documents that are going to be in there. I apologize. If we're talking about the OEMs, the Googles, Samsungs, Apples of the world, they are by far the predominant player in the wallet world in the U.S. I mentioned that California has its own wallet, Virginia has its own wallet, but it's very restrictive in terms of what they're containing in that wallet. Samsung and Google and Apple, I'll just call them the OEMs. The OEMs are focused on the market. What are the people wanting to pay for? What are they wanting to do? And in turn, the OEMs are thinking, how can I capture that and keep that person sticky to my product? So they're looking at, for instance, when we go to lunch, you're going to tap and pay. They're worried about the market. They're worried about spending money. They're worried about how can they capture those sales. They're not worried about the identity world until recently. And now, within the last, I'm going to say, year and a half,
Google and Apple have both allowed the US passport to be injected into or provisioned into their wallets. Samsung has not done that yet. But the reason is that TSA, the Transportation Security Administration in the US, which secures the airports, has just decided to accept these real IDs, which the US passport is one, and it's a predominant player in that. So Google and Apple said, let's provide that level of security at the airport. And it turns out that that's one of the things that the American population really wanted, is an easy way to get in and out of an airport. So we have this thing in the US called Real ID. Real ID simply means it's adjudicated a little more detailed background check on the individual. We've determined during the adjudication process that you do live at that address that you provided, that you, a little bit more confidence that you are the person that you're saying you are. That can be done at the driver's license level, and the passport already did that. So by injecting that into the wallet, the OEMs have now provided that, but it's almost as a secondary thought for the OEMs. But the OEMs here in Europe are being told by the government, you must conform to our standards to be able to do business in the EU. And in the US, it's kind of the opposite. The OEMs have to go out and work with the states to be able to bring them in, and they're trying to bend the states' will, if you will, to make them conform to the OEMs, but at the same time, the states have their requirements, so they're trying to play together and work together. I mentioned there's 56 different issuing agencies. That means the OEMs have to go out to each of the 56 different issuing agencies and get those documents in, and it was a lot easier to go to the US government and say, can we just get your passport in? And get the passport in, and now you've captured 50% of the market. So in that sense, the certifications, and I can't talk to the ISO standards and things of that nature, but the goal here is that the OEMs are looking to capture as much of the population going in. And I think in the future, that's going to be the killer app, if you will, for the wallets in the US, is the travel. We've already talked about, I've just been talking about security, but we've also been talking about going to hotels and beyond the airport, and that's going to be where the wallets are going to really be able to shine, I think. So getting those connectivities, getting those, the issuing organizations to be not compliant with, but work with the OEMs. The OEMs are then crossing the bounds. And in the same way that they're connecting to the issuing authorities, they're also going out to the market and saying, okay, airlines, this is how we're going to handle your tickets. They're going out to Ticketmaster and other organizations saying, this is how we're going to handle your concerts. This is how we're going to handle your shows. This is how we're going to handle your sales. This is how we're going to handle all aspects of any interface with the wallet. So the certifications are market-driven. They're not standards-based to be able to be protecting identity. It's getting the sale across. And sadly, from the US perspective, privacy is a secondary concern. Thank you, David. Axel, vouliez réagir? Oui, merci David. Je pense qu'on est ici dans la comparaison de pommes et poires. Parce que déjà à la base, le monde anglo-saxon, surtout américain, nous apporte une façon de voir la loi différemment de ce qu'on vit ici en Europe, avec la loi qui protège en premier lieu l'individu ou les transactions, alors qu'aux US, chacun est laissé à son sort, et s'il y a un problème, c'est bien le juge qui va décider ce qu'il faut payer comme compensation. Donc c'est une toute autre approche au risque et aussi à l'acceptation d'identité, mais aussi à la façon comment je gère mon identité envers des entreprises. C'est ma décision, ce qui se fait ici en Europe. On essaie quand même de protéger l'individu avec son identité pour qu'il soit en contrôle de ça. Et ça, supporté par la technologie. Et donc, ce qu'on considère aux US avec le Google Wallet et le Apple Wallet, c'est une carbon copy du passeport. Ce n'est pas une identité régalienne qui est mise d'une façon certifiée dans un wallet. Alors c'est exactement ça ce qui se passe en Europe. Ce n'est pas une copie de votre carte d'identité que vous mettez dedans. Ça, on a fait depuis 20 ans. Mais ici, on parle vraiment d'une identité issue dans le wallet. Et c'est pour ça que le wallet doit être hautement certifié.
Et ces certification schemes doivent être développés, ils sont en retard, mais c'est un levier super important dans cet aspect de créer cette identité dans le wallet. Et donc, à travers ce que vous évoquez, Axel, peut-être que d'autres acteurs peuvent aussi réagir. Est-ce que vous, finalement, en filigrane, c'est ce wallet européen ou les équivalents, si je puis dire, dans d'autres pays qui font à peu près les mêmes choix, est-ce qu'ils vont progresser en parallèle de ces Apple et Google Wallet qui ont aujourd'hui une place dans nos vies avec nos smartphones? Est-ce qu'ils vont aller de concert, chacun gardant finalement son domaine d'intervention, ou est-ce qu'avec les avancées aussi que font Apple, Google et consorts, il pourrait y avoir une convergence à un moment donné? Comment est-ce que vous percevez finalement ces différents wallets qui doivent cohabiter? Florent. Grande question, c'est la question en fait de finalement les wallets publics et les wallets privés. Il y a la question de la souveraineté qui vient derrière, il y a la question de la protection, de la dissémination des données personnelles à outrance. Et puis un cadre juridique propre à chaque État, ce que disait Axel. Et je pense que cette construction va se faire au fur et à mesure. Je vais prendre quelques exemples pour essayer de positionner les choses. L'exemple de la preuve d'âge et de la vérification d'âge, je le trouve particulièrement intéressant parce qu'on n'a pas tellement finalement de sujet de souveraineté autour de ça, puisque la protection des mineurs l'emporte quelque part devant le sujet de souveraineté. Et puis pour peu que ce soit bien fait, finalement il y a très peu de données personnelles qui sont véhiculées. À l'autre bout du spectre, je vais positionner par exemple le passeport. Le passeport, c'est un document émis par l'État qui permet de faire circuler les personnes, passer les frontières. C'est un document de voyage sur lequel même le numéro est considéré comme souverain. On va avoir des empreintes digitales qui vont être chiffrées, on va avoir la photo qui va être chiffrée, et tout ça est très souverain. Et finalement, on a deux extrêmes d'un spectre pour lequel, au milieu, on va avoir, je ne sais pas, une carte étudiant, une carte vitale, une carte, je ne sais pas, un permis de conduire, des choses comme ça, et on va devoir estimer les données en fonction du besoin de souveraineté et du besoin de protection des personnes pour savoir si on peut le mettre dans tous les wallets possibles ou pas. Et en fait, il y a la facilité d'usage, le déploiement du cas d'usage et finalement ce que l'on veut garder ou pas comme document officiel. Voilà, cette frontière, personne ne la connaît aujourd'hui. Des États vont faire des choix qui peuvent être de nature différente. Enfin, différents parce que peut y avoir une défiance vis-à-vis de l'administration, peut y avoir des acquis historiques de chacun des pays, et je pense qu'il n'y aura pas une seule solution. Merci beaucoup, Florent. Jean, peut-être un mot à travers les points que nous évoquions et de la vision que vous avez finalement du monde et de ces différents pays que vous avez pu accompagner, que vous continuez à accompagner sur cette cohabitation des différents wallets, sur les enjeux de certification et puis finalement sur peut-être un élément aussi sur quels sont les points que vous voyez encore bloquants et voilà, quelques verrous qu'il faut encore lever pour que cette adoption de l'identité numérique aille encore un petit peu plus loin? Donc, de mon côté, les pays avec qui je travaille, leur première problématique, c'est les infrastructures, en fait. C'est l'accès à la connectivité, l'accès au smartphone. On est loin de ça, en fait. Et ici, dans cette discussion, on se focalise beaucoup sur l'instrument, sur le véhicule des attestations numériques, sur le wallet. Mais ça n'est qu'un véhicule, en fait. Ce qui est important, quand un fournisseur de services va vouloir vérifier l'âge de quelqu'un ou connaître ses informations personnelles, c'est la signature qu'il y a sur les attestations numériques. Le véhicule est moins important. Et par exemple, sur des pays comme les pays africains, où on sait très bien que peu de monde va avoir accès à un smartphone, on va plutôt basculer sur des cloud wallets. Cloud wallet, on va avoir les informations qui sont stockées dans un cloud gouvernemental. Et on va dire que l'opération va consister, par exemple, avec un petit téléphone, un feature phone, de pouvoir juste confirmer qu'on est prêt à partager l'information. Deuxième modèle, c'est un modèle qu'on a déployé, j'ai travaillé sur le Togo. On a déployé une carte d'identification biométrique et on a mis le Verifiable Credential dans un QR code au niveau d'une carte en plastique. D'accord ? Donc ça, c'est un autre véhicule. Les informations sont signées et finalement, ce qui compte, c'est la confiance que j'ai dans cette signature. Donc le véhicule est beaucoup moins important sur les pays du Sud parce qu'il n'y a pas toutes ces technologies. Les questions sont un petit peu ailleurs. Et ensuite, les certifications, on en est loin. Ils sont encore en train de construire leurs cadres juridiques nationaux. Il y a aussi les cadres régionaux qui sont en construction. Donc, ils sont loin de ces préoccupations en ce moment.
pour l'Afrique en Et tout cas. c'est important aussi de rappeler, parce qu'on parle des disparités évidemment au cœur des États membres en Europe, on parlait des 56 États aux États-Unis où effectivement il y a des disparités, mais quand on parle finalement du continent africain, il faut quand même rappeler aussi certains pays qui investissent beaucoup dans les infrastructures dont vous parliez, qui sont absolument centrales et clés. On voit des progrès, on voit même des pays qui sont presque digital natifs finalement, où ils ont fait, ils ont fait une étape très très vite avec un taux d'adoption très fort, et puis d'autres États qu'il faut accompagner, où là c'est encore plus difficile, avec notamment des contextes nationaux qui expliquent aussi la problématique des investissements en infrastructure. Et donc là effectivement un accompagnement précis, step by step, mais où effectivement le curseur est parfois placé à d'autres endroits que le véhicule dont vous parliez, qui peut nous occuper, notamment nous en Europe ou aux États-Unis. Sur les leviers, les freins, il y a cette notion d'investissement dans l'infrastructure qui est importante. Est-ce que vous en percevez d'autres dans les autres pays, Bruno ? Alors, il y a un élément que nous, on constate au quotidien, c'est que, à nouveau, centré sur cette logique de partage de cette identité renforcée, sécurisée, authentifiée, eh bien, on peut y ajouter tout un tas d'autres éléments qui sont des éléments soit liés à notre vie personnelle, soit liés aux services qu'on est en train de consommer. Et partant de là, eh bien, évidemment, se construit une logique d'écosystème, et les acteurs qui vont mettre à disposition leurs services peuvent tirer parti de ces infrastructures et de ces processus d'authentification pour mettre à disposition des attestations de services, des attestations comportementales, peu importe. En tout état de cause, ces attestations vont accélérer la manière dont finalement cette identité est consommée au quotidien et reliée à des services que je peux consommer, et permettre d'amplifier extrêmement rapidement l'adoption du wallet et de l'identité en elle-même. Donc nous, on voit, je ne sais pas si c'est un frein, mais en tout cas un point d'accélération à mettre sur la capacité à avoir des acteurs qui ont le niveau de certification pour produire ces fameuses attestations et qui vont enclencher une démarche de consommation d'attributs qu'on trouve à l'intérieur de ces attestations associés à l'identité. Et là, tout d'un coup, les choses s'emballent et deviennent extrêmement intéressantes, à la fois pour chacun d'entre nous au quotidien, dans la simplification et la transparence, mais aussi pour les acteurs économiques en termes de business model. Merci Bruno. Peut-être un mot sur les enjeux aussi, ça a été évoqué, de transparence qui amène aussi la confiance et donc la sécurité de ces données. On parle de l'identité, on parle d'éléments qui sont propres à chacun de nous et qui ont une importance majeure pour l'ensemble des citoyens, quelle que soit notre nationalité. Comment est-ce qu'on arrive à rassurer aujourd'hui sur la cybersécurité, sur les systèmes de sécurité mis en place, les process de sécurité qui aujourd'hui questionnent clairement, et compte tenu du nombre de fuites de données et d'attaques qui sont relayées, je ne dirais même plus hebdomadaires, mais quasiment quotidiennes, voire plusieurs par jour parfois. Comment est-ce qu'on arrive à rassurer sur ce qui est mis en place en matière de sécurité dans ces systèmes qui paraissent quand même complexes quand vous êtes l'utilisateur de cette identité numérique ? Alors, il faut toujours un désigné volontaire, donc je peux désigner le volontaire où il peut se manifester lui-même. Florent, je savais que je pouvais compter sur vous. J'ouvre. Gagner la confiance de nos utilisateurs au travers de la sécurité et de la transparence, c'est un défi majeur. C'est d'autant plus dur quand on est un acteur public tel que le ministère de l'Intérieur, puisque acquérir cette confiance, c'est toujours, il y a cette notion de défiance qui peut exister. De notre côté, on a mis en place des bug bounty pour se rassurer sur la sécurité, pour essayer de tester les choses au fur et à mesure. La sécurité est au cœur de notre développement. On est suivi en particulier par de nombreux audits pistés par l'ANSSI qui nous permettent d'atteindre des niveaux de certification. Voilà, c'est un certain nombre d'éléments. Pour la transparence, on va publier le code source probablement avant la fin de l'année et ça reste toujours très difficile. Il n'y a que l'expérimentation, l'usage et le test et l'adoption qui vont nous aider à atteindre cette transparence et cette sécurité, parce qu'il n'y a rien de mieux que de tester
finalement. Et puis une démarche, et à travers ce que vous dites, c'est ce qu'on perçoit aussi, une démarche en continu, puisqu'on voit bien qu'un système doit en permanence être à la fois challengé, mais aussi renforcé, puisqu'on voit bien effectivement que les risques et les menaces aussi évoluent, parfois très très rapidement. Donc c'est un travail continu, et là encore une fois de longue haleine. Est-ce que vous voulez réagir sur cet aspect des enjeux de sécurité à travers certains autres pays qui peuvent aussi avoir mis en avant un certain nombre d'éléments qui permettent de rassurer, peut-être David? So I think there's two considerations here actually that we need to worry about. One is, and I've mentioned this before, privacy of data. I know it's very big here in the EU, and it is big in the US. I don't want to make it sound like it's not. The laws that were just passed in Utah are being considered by other states, and other states are looking at ensuring the privacy of data of the individuals. How that gets implemented will probably vary, again, state by state. But I think there needs to be a greater push for data autonomy for the individual and controlling who gets to see their data, when and where and how much. There's another problem that we haven't talked about, and that is the US government, the French government, EU, whoever, whatever issuing authority is out there, needs to make sure that the people that are presenting themselves are in fact them. Are you, you? With the rise of AI and AI agents, we now have a problem with, I'll call it fake identities, burgeoning more than can be imagined. And one of the things they have to do is they have to be able to counter spoofing and photomorphing so that we don't have people coming in under fake identities, whether it's human trafficking or whether it's terrorism or other criminal activities. We actually have to be aware that the individuals may not have the best intent. I have no doubt that every one of you in this room has the best of intent when wanting to obtain your digital identity, but there's also a nefarious group of people out there that will want to produce fake identities to do bad things to people, and the issuing authorities have to be sure not to issue credentials to those individuals or those organizations that enable them to do what they want to do against the population. So it's a double-edged sword. We have to worry about AI coming in and hacking, and I think, quite honestly, the best tool against AI is AI. So there has to be a counter push against that sort of attack as well. Thank you so much, David. Maybe one more question, and maybe the answer is also about AI, but the major developments which are expected for the next, let's say, 12 next months, what can we say? Well, I think in the US, I mentioned earlier the TSA, the airport security, is going to be the biggest killer app that will get digital identities seen as a viable product that the individual wants to have. So that's one thing. I think the other thing is this push from being, as Alex was talking about it, the passport right now is just basically, I'll call it a photo, but it's a digitized photo, right? So it's embedded within code. But getting it from presenting that with a QR code to being able to tap and say, this is my identity, and to be able to use that online in an app to make a purchase that may be age restricted. You were talking about age restrictions earlier in the previous panel, whether it's proof of identity or making a payment, or I am the person making the payment, putting it in line and making it the ability to tap and go on the internet with an online sale without actually presenting yourself to the buyer or the seller, whichever side of the market you're on. So I think those will be some of the big things. And then, as I mentioned, I think there's going to be a bigger push against AI attacks and having greater resilience against it. Thank you very much, David. La même question que j'aimerais poser à chacun de vous, et puis on va prendre ensuite des questions de nos invités dans la salle. Si vous voyez une grande évolution, un point clé à partager avec nos invités ce matin, qui sur les 12 prochains mois en matière d'identité numérique, quel serait ce point important que vous voudriez partager avec nos invités? Moi, je vais revenir sur le même point que David, sur l'intelligence artificielle. Les gens ne sont pas comme les administrations qui vont évaluer les risques, qui vont avancer doucement. Les gens vont faire
une évaluation du bénéfice par rapport aux risques qui sont souvent pas forcément conscients des risques. Donc, les gens utilisent les technologies. Depuis longtemps, les gens utilisent Facebook, Google. Leurs données sont utilisées, elles sont dévoilées et les gens avancent comme ça. Avec l'IA, maintenant, on a vu qu'on peut proposer à son IA de prendre contrôle de son ordinateur. Et je pense que dans l'identité, on ne voit jamais ça. On ne voit jamais quelqu'un qui va prendre la carte d'identité de quelqu'un d'autre pour aller faire une démarche. On va avoir une délégation. Et donc, on ne peut pas laisser passer ça. Je pense que le grand challenge, le grand défi qu'il faut pouvoir répondre, c'est comment on va pouvoir déléguer son identité à une machine qui va quelque part vous représenter. Ça pose des problèmes, notamment au niveau de la responsabilité, voilà, par rapport à ce que font les gens. Donc je pense que c'est vraiment ça le gros défi. Il faut arriver à rattraper l'avancement technologique. Merci beaucoup, Jom. Bruno? En parallèle finalement du wallet individuel, dans les 12-18 mois qui viennent, il y a d'ailleurs des réflexions qui sont déjà avancées sur le sujet. Il y a la notion de business wallet qui va venir finalement amplifier et accélérer cette capacité à tirer parti de l'identité personnelle, le business wallet prenant en compte la raison sociale comme élément à identifier, comme une organisation à identifier. Nous, on voit dans les discussions qu'on a sur différents cas d'usage une accélération très forte de la liaison qui peut exister finalement entre la manière dont l'organisation est capable de prouver qu'elle est bien l'organisation qu'elle dit être et la manière dont elle commerce avec les individus, et donc le lien entre à la fois ce wallet individuel et ces business wallets. Merci Bruno. Florent? Peut-être pour mentionner un défi, je pense qu'à l'avenir, la séparation entre sans wallet et avec wallet doit être travaillée. Tout le monde ne va pas avoir un wallet, tout le monde ne va pas avoir une identité numérique, et quelque part l'expérience utilisateur ou le use case physique doit pouvoir rejoindre le use case numérique, puisque finalement si on offre un service, que quelqu'un vienne avec un wallet ou sans wallet ou avec autre chose, je pense que c'est un grand défi. Et pour réussir ça, je pense que avoir des terrains d'expérimentation est un point clé. Alors, on l'a avec les consortiums, aptitudes, on l'a vu, des choses internationales, mais je crois énormément aux expérimentations locales. Et je dois souligner la métropole d'Angers qui se propose d'être un terrain d'expérimentation pour pouvoir tester le parking, pour pouvoir tester l'entrée dans les bâtiments, pour pouvoir tester tout un tas de choses à l'échelle finalement d'une métropole, hein, d'un lieu physique. Et je voudrais souligner la présence de ID Campus qui nous crée un terrain d'expérimentation privilégié. Et je pense que c'est clé pour réunir le monde du wallet avec le monde réel. Merci Florent. D'ailleurs, on en parlera un petit peu plus en fin de matinée de l'ID Campus avec Angers, notamment, et puis ce que vous évoquez, hein, qui est ce lien finalement de l'inclusion de l'ensemble, alors pour le coup des Français dont nous parlons, mais bien sûr l'ensemble des citoyens du monde autour de ces utilisations et de ces cas d'usage, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit derrière cette identité numérique, évidemment. Axel, une évolution majeure ? Oui, donc, mis à part des éléments techniques autour du wallet qui sont encore à venir, comme la finalisation des Implementation Act, des résolutions de l'interopérabilité qui n'est toujours pas au point, tout ce qui est implémentation du Wallet Relying Party Registration, où les pays se rendent seulement compte maintenant que c'est nécessaire d'enregistrer les Relying Parties qui vont vérifier au issuing. J'aimerais bien rejoindre ici sur ce point Bruno avec les business wallets. On voit ici une dynamique très forte, très forte. Il y a la Commission européenne qui a lancé un premier draft d'une nouvelle régulation qui semble se définir même encore cette année. Et donc, nous, on est involvés ici dans les trials à travers le LSP WeBuild, et on a des demandes énormes. C'est vraiment énorme sur tous les
sur toutes les réunions des industries. C'est un thème, mis à part l'intelligence artificielle évidemment, c'est le deuxième thème qui fait surface. Alors il y a aussi des réglementations autour du anti-money laundering qui maintenant viennent en action encore cette année, qui vont accélérer l'usage des wallets et la demande de pouvoir s'appuyer sur des identités certifiées. Et donc tout ça va accélérer les choses, et je ne parle déjà pas des product passports qui vont aussi venir. Donc tout ça, je pense, on se retrouve dans un monde de wallet et d'identité numérique certifiée qui va sûrement s'accélérer. Donc il y a encore beaucoup à raconter dans les prochains ID Forums. Ah, ça, je vous l'assure, et j'espère que vous serez avec nous pour ces prochains ID and KYC Forum, où on a évidemment plaisir à partager et à suivre cette évolution. Et on voit aujourd'hui qu'on est à un tournant où les choses s'accélèrent, et c'est assez passionnant d'être à vos côtés pour suivre ces évolutions, ces avancées, ces travaux, et puis ces coopérations aussi, qui sont importantes, que l'on attendait, et aujourd'hui on voit qu'elles s'opèrent, et ça c'est assez intéressant. Il nous reste quelques minutes, je vous propose qu'on prenne des questions de nos invités dans la salle. Avez-vous des questions? On va vous faire passer un micro, je vous invite juste à lever la main si vous souhaitez poser une question à nos invités qui sont encore avec nous. Quelques instants. Oui monsieur, merci beaucoup Guy pour les micros, merci. Monsieur, on va vous donner un micro. Merci. I'll speak in English because my question is for David. You said the best solution against AI is AI. I think we need to exercise some caution here because we're building foundations, and if these are weak foundations, then everything crumbles. And so I think today maybe we can think there's a race, definitely, between good and bad AI, but the best solution today against virtual is reality. I think we really need to maybe avoid shortcuts. Too many people are going through shortcuts and saying we can do everything remotely. And no, we can't do everything remotely today because bad AI is ahead. And we need to make sure that we go at the right pace, I would say. I would agree with you 100%, actually. I'm a techno IT nerd, right? I grew up actually writing on a typewriter, and I learned how to code, and I love IT, but I hate IT. And I think it's gotten away from us. Now, I'm not saying I'm not being a Luddite. I'm not going to say we need to walk away from IT. I'm not saying that. But I agree with you. We need to not take the shortcuts. We need to take a look. And I think even in playing around with AI, when I play around with it, I find it hallucinating a lot. And that's not comforting. And the other thing I find is really odd is it's always resetting itself. And I have to go back and remind it of all the things that it told me already. And I don't like that. So there's some advantages to using AI. I think AI will open our eyes to different possibilities. But I think, yes, we have to use our brains and say, what is real? What can we incorporate? What should we avoid? How do we avoid it? And then tell AI, avoid it this way. So AI may tell us some things, but we have to teach AI. And that's where I say when we have to use AI to fight AI, I'm not saying let AI run amok in fighting itself. We have to guide AI in how to fight AI. Merci pour votre question. Oui, je vous en prie. Oui, j'ai une question moi-même pour Jaume. Jaume, il y a un autre concept de digitalisation qui est très en vogue, surtout dans les pays émergents. C'est le Digital Public Infrastructure, dans lequel l'identité numérique a un grand rôle à jouer. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques minutes ce dont il s'agit et l'ampleur que vous pensez vous-même que va prendre ce mouvement? D'accord, c'est une très bonne question. Donc je parlais tout à l'heure de systèmes en boîte noire pour remettre des identités aux gens. Et il y a cette tendance de la Digital Public Infrastructure, donc c'est l'infrastructure publique numérique, qui vise
à prendre en compte la digitalisation et l'identité comme une infrastructure, comme on pourrait construire des routes et faire rouler des voitures dessus, ou des trains. Et donc, c'est des programmes qui sont beaucoup financés justement par la Banque mondiale, parce que c'est des programmes assez larges qui couvrent tous les secteurs. Et l'objectif, c'est de munir les États de cette infrastructure. Donc ça peut être de l'interopérabilité, ça peut être une identité numérique, ça peut être des plateformes de paiement. On voit beaucoup fleurir aussi les portails de services publics. Et donc, derrière ces portails de services publics, on va devoir s'authentifier, on va devoir payer, on va pouvoir présenter ses credentials. Donc tout ça, ça rentre un petit peu dans cette dynamique-là. Et c'est d'une grande importance parce que la majorité des pays avec lesquels je travaille sont là-dessus. La Banque mondiale a rénové son organisation pour créer une verticale. Avant, le digital n'était pas une verticale. Maintenant, il y a une verticale qui s'occupe de ça. Donc c'est des projets d'ampleur qui sont en cours, je dirais, quasiment dans tous les pays. Merci beaucoup. Jean, y a-t-il une autre question que vous souhaitez adresser à nos invités sur cette séquence? Alors Guy, je ne sais pas si vous voyez des besoins. Y a-t-il des questions? Oui, s'il y a monsieur qui lève la main. Voilà, merci. Bonjour. On parlait d'un wallet qui aurait du coup tendance à couvrir de plus en plus de services. Moi, typiquement, quand je vais sur un site lambda, réseau social, ben, je m'en fous de mettre un mot de passe relativement faible, alors que quand j'utilise un passeport ou quand je vais sur le site des impôts, je m'assure d'avoir une méthode d'authentification forte que je diffuse pas partout. Du coup, comment est-ce que je m'assure qu'en utilisant mon wallet pour quelque chose de lambda et du coup que je vais diffuser dans plein de périphériques, je ne m'assure pas de remettre des éléments qui permettent d'être utilisés, enfin d'usurper mon identité plus facilement. Merci beaucoup. Alors, qui veut répondre? Florent. On a un grand travail à faire sur ce domaine-là, pour être très clair. Aujourd'hui, la non-dissémination des données personnelles de manière un peu abusive, ce que j'évoquais brièvement précédemment en disant la preuve d'âge, c'est peut-être pas très grave, mais si on va aller chercher les données du passeport, ça va être très grave. On va devoir travailler les cas d'usage et proposer à l'utilisateur un certain nombre de choses, parce qu'il y a des choses qu'il peut consentir à transmettre et il y a des choses pour lesquelles il va falloir protéger l'utilisateur pour une transmission trop hâtive, je dirais. Et en fait, dans la dissémination et la circulation des données, on a une organisation à trouver pour poser une limite autour de la protection de l'utilisateur lui-même, pour le respect des réglementations, parce que certaines données sont réglementées dans leur propre circulation, et ensuite il y a des choses pour lesquelles il faut avertir correctement l'utilisateur. Donc je sais qu'on a un grand travail à faire autour de ça. On réévoquera le sujet, je pense, avec la stratégie numérique dans une table ronde juste après. Merci beaucoup, Florent. Merci à tous d'avoir suivi cette séquence. Merci, messieurs, d'avoir été à mes côtés. C'était un très grand plaisir de vous avoir avec nous ce matin. David, thank you so much. It was a pleasure to have you with us this morning. Merci d'avoir suivi cette séquence. Je vous invite bien sûr à rester avec nous puisqu'on va poursuivre le programme. Mais d'abord, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour nos invités.